La déclaration a pris tout le monde de court. Le président Évariste Ndayishimiye s'est rétracté sur une décision qui pourtant avait été saluée par tous. Dans sa première conférence publique, il a ainsi dit que les hauts cadres de l'État ne déclareront pas leurs biens, en contradiction totale de l'ordre qu'il avait donné quelques jours plus tôt, arguant que la richesse de chacun est un secret personnel. La déclaration a causé une véritable levée de boucliers, surtout du côté de la société civile et de l'opposition. La plupart y ont vu l'ouverture d'une autoroute pour de futures malversations économiques et autres actes de corruption. Dans sa conférence publique, il a également dit, je cite, « Ceux qui sont arrêtés le sont pour être interrogés », fin de citation. Une affirmation qualifiée de légère au vu des dizaines de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires et surtout de corps sans vie retrouvés de personnes auparavant portées disparues. Nous en parlons dans cette édition du Club de la Presse avec nos invités. Alexandre Niungeko, directeur de la radio Nzamba Agaté Kakawe, bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Yves Rouniagou, avocat, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Les biens de chacun sont de la discrétion de leur propriétaire. Comment avez-vous accueilli cette déclaration du chef de l'État, Alexandre Niungeko? C'est une déclaration, moi, qui ne m'a pas surpris du tout, parce que je ne m'entendais pas mieux de cela. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire. D'autres occasions, même, je crois, une occasion comme celle-ci. Je ne pense pas qu'il y aurait... Donc, la déclaration des biens, c'est dans le sens de lutter contre les malversations, de la transparence dans la gestion de la chose publique. Et ça, je pense que c'est la dernière chose qu'on peut s'attendre de ce pouvoir. Vous voulez dire que lorsqu'il a donné l'ordre de déclarer les biens, d'ores et déjà, vous n'y croyez plus? Je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout. Parce que quel serait ce miracle qui se produisait tout d'un coup? Ce pouvoir lui-même, Évariste, est arrivé au pouvoir par une fraude, et je vais dire la fraude électorale, et je pense que la fraude électorale, je dirais, c'est le Rubicon. Et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas voler encore si on a volé des élections? Si on a volé tout un peuple, son avenir, si on a volé tout un peuple, le choix qu'il a fait lui-même. Et donc, moi, ça ne m'a pas surpris du tout. Et plutôt, ça m'aurait surpris que ça puisse entrer en application. Et donc, et là, je crois qu'il y a une chose, il y a une révélation qui a été faite par Léonidas Atungimana, qui est un de ses anciens compagnons, et qui disait qu'en fait, au moment où il annonçait cette mesure, sur son compte, il y avait 186 millions de francs bons. Et il y aurait un homme... Ce qui était assez raisonnable pour un homme... Oui, bien sûr, raisonnable. De son statut. Et il y aurait un homme d'affaires qui l'aurait approché avec un bordereau de versement de 3 milliards. De 3 milliards en disant « Excellence, vous ne pouvez pas quand même aller déclarer si peu. Donc, 3 milliards. Bon, il semble qu'il lui aurait remis cet argent, mais je n'en sais rien. Ça me surprendrait aussi qu'il l'aurait fait. Mais vous comprenez bien que... Et le fait même de se rétracter, entre-temps, effectivement, il y a quelque chose qui a été fait. Et finalement, qu'il voit bien que lui aussi, ça va certainement l'affecter. Avant de me tourner vers Maître Yves, est-ce que le fait qu'à un moment donné, avant les élections surtout, nombre d'observateurs avaient qualifié Ndayishimiye comme quelqu'un qui n'a pas été beaucoup cité dans des cas notamment de malversation, est-ce que ça n'aurait pas poussé certains à voir que
l'ordre donné pour la déclaration des biens pouvait être effectivement de bonne foi? Je ne pense pas que ces déclarations auraient été aussi faites de bonne foi, parce que ce serait du mensonge grossier. Qu'est-ce que Évariste aurait fait pour protéger la population contre les Imbonerakure, la milice, comme déclaré par les Nations Unies, pour protéger la population? Rappelez-vous, sous son règne. Ils ont parlé surtout, ils ont parlé de malversations économiques, il n'a pas été beaucoup cité dans... Vous en faites pas, on ne cite pas tout le monde dans ces malversations, certainement. Mais de toute façon, je ne vois pas... et puis, bon, vous savez très bien, c'est un secret de Polichinelle, même son surnom en dit beaucoup plus. Et je pense que là, parmi le pouvoir, ils ont vraiment des surnoms qui montrent qui ils sont réellement. Donc, vous savez bien, dans la culture burundaise, celui qu'on surnomme Ichiro Gorogo. Bon, vous comprenez bien ce que ça peut. Et donc là, ce sont vraiment ce sont des artistes pour bien choisir vraiment les noms, surnoms les Ndakugalika et autres, tout ça. Et donc, moi, vraiment, ceux qui auraient cru à cela, je crois que c'était vraiment, si ce n'était pas du mensonge, c'était vraiment de la naïveté. Quelqu'un a dit, maître Yves Runyagu, il a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Est-ce que Évariste Ndayishimiye, est-ce qu'il n'aurait pas finalement joué de son droit de changer d'avis? Vous parlez de droit de changer d'avis? Ah ben, puisqu'on le fait tous les jours, est-ce que vous ne changez pas d'avis de temps en temps? Si, mais je pense qu'en pareille circonstance, au vu d'une pareille prescription légale, je pense qu'il n'y a pas à avoir d'avis sur ça. Parce qu'on n'est pas là comme décideur pour avoir des avis sur une disposition juridique qui est là. C'est clairement mentionné qu'on doit, si on est mandataire public, on doit faire cette déclaration de son patrimoine. On n'a qu'à faire ça. On n'a pas à se faire des avis de tel ou tel autre pour dire est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire. Non. Exécuter ce qui est prescrit par la loi et c'est tout. Alors moi, je me dis que là, il n'avait pas à changer d'avis, plutôt il avait à mettre en application ce qui est prescrit par la loi. Et qu'il avait déclaré lui-même. Voilà. Il avait déclaré, mais il n'avait fait que rappeler ce qui est déjà là. Il n'avait fait que rappeler à ses ministres, aux autres élus, pour dire, voilà, rappelez-vous, il y a une disposition légale qui nous oblige de faire une déclaration de notre patrimoine. Il a rappelé ce qui était bon, quand même. Et alors après, comme chef d'État, il fallait qu'il mette en application ça. En fait, quand je dis le droit de changer d'avis, c'est aussi en contradiction avec un adage burundais qui dit qu'un homme peut bien se retourner dans sa natte et non dans sa parole. Oui, c'est vrai. Si on fait cette analyse-là de ce point de vue, là, je peux comprendre. Mais encore une fois, quand bien même il se retournerait dans sa natte, il ne doit pas aller, comment dire, ça ne doit pas aller à l'encontre de ce qui est ordre général dans l'ensemble. Ordre général, là, je dis, ce qui est prescrit par la loi pour qu'il y ait justement cette harmonie sociale. La loi est là pour réguler les rapports dans la société. Et cette loi nous oblige d'être transparent quand on est mandataire public. On est en train d'en rigoler, mais il ne s'agit pas d'un simple mandataire public, mais il s'agit du chef de l'État qui a déclaré ça. Oui, et justement, c'est pourquoi ça me surprend qu'il change d'avis comme ça, face à une chose pareille. Parce que, pourquoi cette disposition est là? C'est pour qu'il y ait cette transparence dans la gestion des affaires publiques. Si réellement ils sont, comme ils le disent, que c'est le gouvernement vieilli, un gouvernement bienveillant. En réalité, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour servir. Or, on est là pour servir, exercer son ministère, c'est-à-dire, on doit rendre compte à la population, à ceux qu'on est censé servir. Et là, je pense qu'il ne devrait
pas y avoir de débat sur ça pour dire est-ce qu'on doit déclarer ou pas, d'autant plus que ça doit se faire de façon discrète. Ça ne doit pas être porté, évidemment, à la connaissance de l'opinion nationale, non. Mais que ce soit dirigé vers les organes qui sont là, qui sont habilités à le faire, qui vont garder toutes ces données. Et à la fin du mandat, on va dire, voilà, tu as bien servi parce que tu n'auras pas. Mais est-ce que ça ne serait pas une contradiction, étant donné que dans d'autres pays, enfin, disons, ce qu'on qualifie de pays démocratiques, de pays développés, quand quelqu'un déclare ses biens, ça va dans les journaux. Mais on en parlait dans les journaux. Non, je pense qu'il n'y a pas de détails. Enfin, je veux dire, dans les médias. On ne donne pas de détails vraiment sur... parce que le patrimoine de quelqu'un, quelque part, ça ne doit pas être porté à la connaissance de tout le monde. Donc vous êtes d'accord avec lui que ça doit être secret? Secret mais fait. Ça doit être secret, mais ça doit être fait, déposé entre les mains de ceux qui sont habilités pour le faire. Et ce sont les mêmes qui vont à la fin vérifier si, justement, il n'y a pas eu peut-être des disproportions dans ce qu'il aura gagné, voilà. Est-ce que ça ne serait pas contradictoire quand il dit je suis pas d'accord avec... Quand il dit qu'il faut déclarer, mais que ça reste quand même secret? Je ne suis pas d'accord, parce que effectivement, je pense que c'est là où il y a la différence entre monsieur tout le monde et quelqu'un qui investit dans des fonctions publiques. Et là, je pense que pour moi, ça devrait être porté même à la connaissance du public et donc être diffusé même dans les journaux. Parce que finalement, si quelqu'un a eu ses biens honnêtement et qu'il montre qu'il les a eu honnêtement, je ne vois pas pourquoi pourquoi est-ce qu'on cacherait. Bon, est-ce que ce n'est pas disons, en se disant, mais bon, si je fais étalage de mes biens, les gens vont croire que je suis orgueilleux dans non, ce comme sens. ça se trouve, comme c'est une exigence légale, il n'y a pas à s'étaler. Ça aurait été s'étaler si quelqu'un allait, bon, si ce n'était pas précisé dans une disposition légale qui est là. Et là, on pourrait bien évidemment faire cette conclusion. À la limite, je pense que, et là je reviens par rapport à cela, à la limite, comme cette disposition légale est pour des régimes démocratiques et que finalement, nous, on se trouve dans un autre système, ça aurait été effectivement, d'abord, parce qu'ils en ont tout le pouvoir, de changer ces dispositions, de dire qu'il n'y en a pas, et réellement commettre la loi de la jungle. Et là, dans la loi de la jungle, celui qui est plus fort peut manger le plus petit. Et donc là, ça pourrait se comprendre. Et je pense que là, il n'y aurait même pas de contradiction ou des attaques. Là, ce serait une voie claire et choisie, qui est par ailleurs la voie qu'ils exécutent, mais... sans pour autant que ça soit prescrit quelque part. Que ce soit prescrit quelque part. Et en violation, parce que sur papier, la loi est là. Mais est-ce que finalement, tous les deux, vous ne lui faites pas ou vous ne leur faites pas un faux procès parce que finalement, il se serait peut-être dit, bof, puisque les autres ne l'ont jamais fait auparavant, pourquoi moi? Et sur ce plan, est-ce qu'il n'aurait pas raison, Alexandre, étant donné que la loi n'est pas nouvelle? Je vais te dire une chose, Franck. Ce n'est pas parce que Y a tué et que X doit tuer et que ça devient... Ce n'est pas parce que Z a eu des... Comment dire? Ça ne peut pas dédouaner le pouvoir aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que j'entends très souvent. Même les autres l'ont fait, même les autres... On devrait s'enorgueillir de faire des choses plutôt dans le bon sens, plutôt que dans le mauvais mal. Et vouloir se dédouaner en disant que même les autres l'ont fait. Supposons, Alexandre, s'ils n'avaient pas donné l'ordre que les hauts cadres de l'État déclarent leurs biens, est-ce que la question se serait posée? Ça serait posé peut-être avec la même acuité, mais tout de même serait toujours
serait toujours un manquement. Ça n'a pas été fait, mais pour le moment, c'est une déclaration qui est faite. Et là, c'est ça qui revient à la qualification de la personnalité dont on parlait, donc de la personnalité qui n'a pas réellement de parole. Parce que... parce que pour traduire, Kirogorogo, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de parole. Qui n'a pas de parole. Et là, est-ce que ce n'est pas une insulte à l'endroit? Non. Est-ce que ce n'est pas une offense à l'endroit? Ce n'est pas moi qui lui ai donné cette... je ne l'ai jamais... ce surnom. Je ne l'ai jamais publiquement entendu dire, comme les Ndakugarika et autres, ils n'ont jamais renié ce briquet qu'on leur a donné. Et je pense que, vous savez très bien, là, dans la culture burundaise, dans le quotidien de Burundais, le sobriquet signifie beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment le sobriquet qui détermine réellement la personnalité dont on parle. Maître Yves, est-ce que ce retournement d'Évariste Ndayishimiye peut constituer un délit, juridiquement parlant? Oui. En réalité, c'est un délit parce qu'il n'est pas... Comment dire? Normalement, il est censé veiller sur l'application des lois. C'est ça le rôle primordial d'un chef d'État. Et on dit qu'une déclaration d'un chef d'État vaut loi. Voilà, ça vaut loi. Et sa mission première, c'est de veiller à ce que les lois qui sont là, justement, soient mises en application. Et s'il ne le fait pas, évidemment, c'est un délit. Mais le problème qui va agir contre lui, parce que même la haute cour de justice n'existe pas, qui est prévue par la Constitution. Elle n'a jamais été mise en place. Alors, qui pour juger le chef de l'État? Dans la pratique, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'autosaisine. Non. C'est impossible. Non, c'est impossible. Sauf quand il y a cette haute cour. Pour porter l'action où, à la fin? Puisque cette haute cour de justice n'existe pas. Oui, donc c'est là où, en fait, maintenant, la situation d'un chef de l'État, comme celui burundais, il est là, il agit comme il l'entend, et au bout du compte, rien contre lui pratiquement. Donc c'est lui, en fait, la haute cour, c'est lui. C'est lui. Oui. Donc, parce que normalement, la Constitution avait prévu justement des mécanismes, ce mécanisme pour juger le chef de l'État et le chef de l'Assemblée nationale pour haute trahison, évidemment. Et limiter les dérapages de cette sorte. De cette sorte. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Ce qui fait qu'actuellement, avec ce privilège de juridiction, en fait, comme on l'appelle techniquement, c'est impossible qu'il soit jugé. Et ce n'est pas le ministère public qu'on connaît qui va vraiment s'autosaisir. Non. Oui, mais c'est peut-être impossible qu'il soit jugé aujourd'hui. Est-ce que demain, après-demain, il peut en être comptable? Non, je pense que pour pareil cas, la meilleure sanction viendrait de l'électorat, mais pas vraiment de la justice. Je doute, parce que pour ces histoires de malversations économiques, pour pareil délit, je trouve que c'est... Bon, je ne vois pas vraiment comment il pourrait en subir les conséquences. Peut-être au niveau de son parti, au niveau de la conscience collective dans l'ensemble, là, il y aurait moyen peut-être de le sanctionner, entre guillemets. Mais au niveau vraiment de la justice, tel que nous connaissons les mécanismes burundais, ce n'est pas pareil à ce qu'on voit en Europe où les anciens chefs de l'État sont poursuivis pour des délits économiques qu'ils ont commis peut-être dans le passé, durant leur règne. Au Burundi, on n'en est pas encore là, franchement. Voulez-vous dire, maître, que si jamais il y a un pouvoir qui était mis en place et qui met en place ces mécanismes, il ne poursuivait pas, pas seulement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ceux qui même auraient commis des crimes dans le passé? Je pense qu'il faut des fois être pragmatique. Moi, je vois mal comment... oui, peut-être pour des délits... plus graves que cette déclaration. Voilà, que ces déclarations. Là, ça pourrait être possible. Mais théoriquement, on peut, peut-être dans l'avenir, si jamais les régimes changent, on peut revenir à ça. Mais comprenez qu'il faudra d'abord réactiver tous ces mécanismes-là qui étaient endormis et revenir sur ça. Et il y a plus grave que ça. De nombreux crimes qui sont encore... là, qui n'ont jamais été jugés, donc beaucoup de dossiers. Et là, je vois mal comment vraiment
un régime X qui va venir après peut-être 20 ans, 30 ans, va encore une fois revenir sur ça. En fait, mélanger à d'autres crimes qui ont été commis, ce que vous voulez dire, sa déclaration devient anodine. Bon, c'est juste anecdotique. Là où, en fait, je ne sais pas, mais... C'est là. Théoriquement, je peux vous dire, oui, peut-être, tu sais, on peut garder espoir que ça se fera. Oui. Mais soyons pragmatiques et analysons les choses de façon lucide. Et s'il faut que les gens agissent, il faut que ça soit aujourd'hui. Mais qu'on garde cet espoir-là, que voilà, ça pourra se faire dans l'avenir, franchement, ce serait quelque part. Je ne crois pas personnellement. Alexandre, certains ont dit qu'il a dû céder à certaines pressions. Est-ce que ça serait votre avis? Quelle pression? De la part de son entourage, notamment de ceux que l'on dit qui ont tellement volé qu'ils ne peuvent pas effectivement déclarer leurs biens. Si effectivement, un chef de l'État se laisserait guider par des pressions qui sont à l'encontre de la loi, comprenez bien ce que ça signifie. Pour moi, c'est la trahison. Et ça, vraiment, bon, avec le respect de maître, moi je pense que, et c'est pourquoi moi je crois que tous ceux qui commettent des crimes, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou dans le passé, ils doivent en répondre. On ne peut pas dire que, voilà... Mais là, il se prononçait sur quelque chose de précis par rapport à cette déclaration, à ce retournement de site. Mais les conséquences de ces déclarations, c'est énorme. Et je pense que sur le plan juridique, ça aussi, on peut en analyser. On y arrivera sur les conséquences tout à l'heure. Et donc là, pour moi, dire qu'il a reçu des pressions, de qui? Comme c'est lui normalement le chef de l'État, la suprême, c'est l'autorité suprême, il reçoit quelle pression? Parce qu'il a investi des pouvoirs, et là maintenant, il a tous les pouvoirs. Donc, le chef de l'État. Donc, ça ne peut pas être une excuse qu'il peut jamais, avoir ça ne peut pas être une excuse, pas du qui tout. Que ce soit. Pas du tout, ça ne peut pas être une excuse. Et si il peut subir ces pressions comme ça et qu'il cède, ça montre réellement quelle personnalité nous avons. Et que réellement, elle ne méritait pas d'être à la place qu'il prétend occuper. Parce que là, je dirais qu'il prétend occuper. Si vraiment il reçoit des pressions, et qu'il cède et qu'il viole la loi, ça c'est vraiment de la trahison. Et pour conclure, il a dit, à la fin de notre mandat, on viendra voir si on a volé quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle contradiction, encore une fois? Sur la base de quoi est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont volé ou qu'ils n'ont pas volé? Yves? Comment faire cette soustraction pour obtenir un résultat? Sur la base de quoi? Sur base de quoi? Parce que il faudrait qu'ils fassent cette première déclaration et qu'à la fin de leur mandat, ils fassent une autre déclaration. Et comme ça, on pourra faire une comparaison. On pourra faire une comparaison. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Encore une fois, je cite Léonidas dans l'émission de nos collègues de Mouricho, qui disait que, en fait, Évariste a refusé d'occuper le palais présidentiel qui est là. Il est resté dans sa propre maison, qui a été transformée pour devenir un palais, et aux frais de l'État. Et allez me dire comment une telle personnalité peut se dire qu'il va lutter contre la corruption. Là, ça nous fait un tout petit peu penser à l'ancien président sud-africain. Voilà, exactement. Oui. Ouais. J'ai oublié le nom. Jacob Zuma, qui a fait construire sa villa. Donc, aux frais de l'État. Voilà. Et maintenant, sa propre propriété a été transformée pour devenir un palais. Est-ce qu'encore une fois, ça ne pourrait pas être une diffamation, être qualifié de diffamation? J'ai cité ma source. Je l'ai très bien dit et je pense que Léonidas sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et c'est une personnalité d'honneur que je connais. Et c'était je le disais bien, c'était
dans l'émission publique Umuri Show. Donc c'est pas une confidence que j'ai reçue de quelque part. Restons avec vous, Alexandre. Quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration en termes de crédibilité des autorités, et particulièrement de la plus haute autorité, et naturellement les conséquences sur la gestion des biens publics? Je crois que j'en avais effleuré un tout petit peu. La crédibilité est vraiment entachée. Pour ceux qui, au moins, avaient même une petite confiance en ces autorités, je pense que maintenant, ils ont compris, tout le monde a compris bien la manière dont la chose publique va être gérée. Et les conséquences sur la gestion effectivement de ces choses publiques, c'est que maintenant tout le monde a compris, voilà, on peut bien se servir. Il n'y aura pas... Bon, à la fin, on va voir si on a volé. Bon, tu le disais tout à l'heure, sur quelle base on va voir que quelqu'un a volé si, effectivement, au début, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il avait. Bon, à la fin, il aura tout ce qu'il a. Ce sera vraiment des gens honorables, ils auront gagné honnêtement, parce que, voilà, ce sont des travailleurs et tout ça. C'est le pouvoir est bienveillant. Voilà. Et donc là, je pense qu'encore une fois, c'est malheureusement, c'était une occasion pour certains partenaires. C'est vraiment une conséquence que pour certains partenaires qui avaient encore un peu d'espoir en son pouvoir, ils ont très bien compris que maintenant, ce qui vous pouvez, s'il y avait normalement, si il y avait un dialogue entre les autorités burundaises et les partenaires pour la reprise de la coopération. Vous comprenez, ça c'est vraiment un obstacle. Et ça, donc, il s'enfonce de plus belle. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba Agate Kakao, et que vous suivez en direct sur les pages YouTube et Facebook des radios Nzamba et RPA. Pour cette édition, nous sommes avec Maître Yves Runyagou, avocat, et Alexandre Niumeko, le directeur de la radio Nzamba Agate Kakao, qui sont donc nos invités. Maître Yves, quand Évariste Ndayishimiye a dit que ceux qui sont arrêtés, c'est pour être interrogés, il avait peut-être l'intention de rassurer ceux qui pensent le contraire, non? Oui, peut-être que justement, il a voulu répondre à tous ceux qui, pendant les jours passés, ne font qu'alerter sur ce qui est en train de se passer réellement sur le territoire burundais. Ces enlèvements, ces disparitions forcées, ces corps trouvés ici et là. Et là, comme chef d'État, il a sûrement voulu répondre à eux, mais il faut le dire qu'il faut avouer qu'il l'a peut-être fait maladroitement. Maladroitement parce que, oui, qu'il y ait peut-être des soupçons, oui, mais il y a des procédures qui sont connues, qui sont prévues par le Code de procédure pénale sur comment arrêter quelqu'un, comment le détenir, comment le soumettre devant une juridiction. C'est toute une procédure qui est là. Et malheureusement, la question c'est est-ce que cette procédure est suivie telle qu'on le voit? Jamais, parce qu'on ne fait que découvrir ici et là des cadavres. On ne fait que alerter chaque jour que tel ou tel vient d'être enlevé par telle personne. Donc le même modus operandi qu'on a toujours vu avant. Donc brièvement, aucun changement avec sa venue. Alexandre, certains disent que le fait de dire que ceux qui sont arrêtés le sont pour être interrogés, qu'il a dit juste pour couvrir les crimes qui sont commis aujourd'hui. Pour moi, c'est un aveu, effectivement, que finalement, les déclarations de certaines personnes pour dire, voilà, vous savez, c'est pas... Ce sont des groupes qui font cela, mais les autorités n'en savent pas. Pour moi, ça, c'est vraiment un aveu que ça, comme le disait Maître, que c'est un modus operandi du pouvoir pour, effectivement, faire taire
les opposants ou ceux qui sont présumés être des opposants, ou ceux qui sont de la mauvaise ethnie. On a vu combien de jeunes Tutsis sont en train maintenant d'être enlevés et portés disparus. Et les ex-FAB en retraite. Les opposants, spécialement les CNL, les membres du CNL. Donc, c'est un modérat. Pour moi, si ça sort donc de la bouche d'un président, je pense que vraiment ça, il faut prendre ça au sérieux et il faut bien conserver. Il faut bien conserver ces déclarations. Parce que moi, je crois... Pour vous, il aurait fallu qu'ils mettent un peu d'eau dans le vin. Pour moi, je pense que ce qui... Bon, pour moi, mais c'est pour moi. Bon, je ne suis pas lui, bien évidemment. D'abord, ce qui se fait aujourd'hui, c'est inexplicable. C'est inexplicable pour un pouvoir qui se dit démocratique, qui se dit bienveillant, qui se dit, voilà, je ne sais pas moi, comme un père de famille et tout ça. Je crois qu'il y a eu ces déclarations au début de ce pouvoir. Il y a toujours de bonnes paroles comme celle-là. Et donc là, c'est carrément en contradiction avec cela. Il n'y a pas un père de famille qui fait disparaître ses enfants. Ça, c'est... même ces enfants qui sont fautifs, Maître l'a dit, il y a tout un processus légal au lieu de faire disparaître des gens. On ne dit pas que peut-être il y a des soupçons qui sont portés sur tel ou tel autre, mais il y a des mécanismes pour le faire. Ce n'est pas que des Imbonerakure. La milice se lève, enlève la personne et après on retrouve son corps flottant sur les rivières et on ne saura même jamais où le corps a été jeté. Et là, ça nous oblige naturellement à revenir sur certaines statistiques, notamment le nombre de morts depuis la prise de fonction d'Évariste Ndayishimiye comme chef de l'État, où les organisations de défense des droits de l'homme parlent de plus de 300 morts en 3 mois, 300 morts de personnes tuées par des agents qui sont des agents de l'État, notamment le service national des renseignements, ou encore par des Imbonerakure, surtout par des Imbonerakure. Pour terminer, Maître Yves, la dernière question. Vous êtes avec la déclaration du président de la République en disant ceux qui sont arrêtés pour être interrogés. Vous êtes senti certainement interpellé en tant que l'un des avocats des victimes des crimes de droit international qui se commettent au Burundi. Oui, on s'est senti interpellé parce que c'est le travail que nous faisons régulièrement, c'est le monitoring que nous faisons, c'est des dossiers que nous confectionnons chaque jour. Donc ça ne fait que s'ajouter aux autres. En fait. Alexandre vient de parler d'aveux. Et quand vous parlez de dossiers qui s'ajoutent aux autres, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'une déclaration du chef de l'État. Oui, justement, mais même dans le passé, on a vu ça, comme on le disait tantôt. Donc, il n'y a rien de spécial par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, il y a eu de hautes autorités qui ont été citées dans les crimes dans le passé. Et évidemment, il y a des mécanismes internationaux, puisqu'on en est conscient tous que les mécanismes nationaux sont incapables. Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'une telle déclaration vous conforte dans votre démarche? Beaucoup même, je dirais. Beaucoup même, je dirais, parce que finalement, ce qui se dit que tout va bien, que la justice burundaise fonctionne. Maintenant, tout le monde peut voir que finalement, ça vient d'en haut, quelque part, que c'est pratiquement impossible. Voir, en fait, vous voulez dire quand il dit que ceux qui disparaissent, ceux qui sont retrouvés comme des cadavres sont interrogés. Donc, voilà. C'est un aveu pour vous. C'est un aveu. Le fait de nier clairement qu'il y a des abus de la part des organes de l'État qui sont là, c'est qu'il n'y a pas cette volonté réellement de réprimer, de sanctionner les auteurs de ces crimes. Et là, ça ne fait que conforter justement ceux qui se sont, ceux qui ont porté ces problèmes-là devant les juridictions internationales pour dire voilà, même les hautes autorités du pays ne veulent pas réellement s'enquérir de la situation
investiguer et poursuivre les auteurs des crimes. Vous voulez dire clairement que ce type de déclaration, c'est le type de déclaration que vous classez dans les autres dossiers que vous avez comme preuve de ce qui est en train de se faire? Effectivement. Effectivement, parce que la réalité est là. Ce ne sont que des cadavres qui sont retrouvés ici et là, vous l'avez vous-même dit. Ce ne sont que des personnes qui sont portées disparues. Et tout ça, quand vous attendez un chef de l'État qui est censé veiller sur sa population, qui semble nier que cela ne se fait pas ainsi, que ces personnes-là sont arrêtées pour être interrogées, là, il y a un hic quelque part. Et là, ça ne fait que justement nous réconforter encore une fois dans ce que nous faisons. Et là, je pense que ce serait difficile que demain ou après-demain, ils viennent pour dire, voilà, on a fait de notre mieux pour réprimer. Non, pour sanctionner plutôt les auteurs de ces crimes. Je pense que la défense, quelque part, serait dans une situation inconfortable, la défense pour lui. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ces éclaircissements par rapport à cette déclaration. Merci également à Alexandre Niungeko pour vos interventions. C'est par là que prend fin cette édition du Club de la Presse. Encore une fois, Alexandre Niungeko, c'est le directeur de la radio Inzambaga Tekakawe, et Maître Yves Lunyagou, il est avocat, mais pour cette dernière partie, vous avez compris qu'il est également avocat des victimes des crimes de droit international qui se commettent au Burundi. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.